Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ici au cœur du Carrousel du Louvre pour le Forum du Patrimoine, 6e édition au cœur donc du Salon international du patrimoine culturel, 30e anniversaire. Cette année, on va aborder un nouveau sujet évidemment, comme vous le savez, tout au long de ces 3 jours. On balaye énormément de thématiques et ce matin, donc, on va aborder un thème essentiel pour l'avenir du patrimoine, la formation aux métiers qui le font vivre. Derrière chaque monument restauré, évidemment, chaque objet d'art préservé, chaque matériau remis en œuvre, il y a donc des femmes, des hommes de métier qui ont été formés à l'excellence, à la patience surtout et à la transmission. Comment forme-t-on aujourd'hui ces futurs artisans, techniciens, mais aussi créateurs du patrimoine? Quelles sont les évolutions pédagogiques, les besoins du secteur et les passerelles possibles entre formation initiale et formation continue? On va aborder tout cela avec vous trois. Merci messieurs d'être à nos côtés aujourd'hui. Jean-Marc Lamenoise, vous êtes proviseur du lycée des métiers de la construction et de la gestion administrative Jean Monnet à Montrouge. Jean-Christophe Davega, vous êtes directeur des formations et de la pédagogie au campus Versailles. Et enfin, à vos côtés, Jérôme Théveny, vous êtes ébéniste, directeur général de l'école d'ameublement de Paris, La Bonne Graine. On va donc évoquer la transmission des savoir-faire qui est au cœur de la préservation du patrimoine. Mais former aujourd'hui, c'est répondre à des attentes multiples. L'insertion des jeunes, la reconversion des adultes, j'y ai déjà pensé d'ailleurs, la montée en compétences ou encore le lien avec les entreprises. Première question pour tous les trois. Quelles sont selon vous justement les grandes finalités de la formation au métier du patrimoine aujourd'hui? Alors nous, avant tout, c'est l'insertion. Parce que nos élèves qui arrivent, pour la plupart, nos élèves de l'initial, de l'enseignement initial scolaire, arrivent en sortie de troisième. La volonté première, c'est l'insertion. C'est-à-dire que on forme au métier du bâtiment. Le patrimoine, c'est un versant des métiers du bâtiment. Pour nous, la finalité première, c'est l'insertion. Le patrimoine, je dirais, c'est une espèce de petite cerise sur le gâteau pour leur donner, en plus de l'insertion, la passion pour un métier, la passion pour une transmission de quelque chose. Mais l'insertion, vraiment l'insertion. Jean-Christophe. Alors le campus, c'est un lieu de partage, de rencontre et d'échange. Et pour nous, ce qui est aussi important, c'est appréhender différents enjeux. Les enjeux culturels, les enjeux éco-responsables, les enjeux patrimoniaux qui s'y cachent, et aussi les enjeux sociétaux. Jérôme. Alors nous, en tant que centre de formation d'apprentis, on est au contact des artisans et donc dans le réel de la production. Et c'est vrai que beaucoup de nos élèves reçoivent cette formation au sein du patrimoine. Et là où on a l'habitude de dire on nous confie un savoir quand on est artisan et on va essayer de leur transmettre derrière, nos élèves prennent soin du patrimoine existant et ont surtout à cœur de créer le patrimoine de demain. Jean-Marc, vous parliez d'insertion il y a quelques instants. Vous accueillez donc de jeunes élèves, parfois donc sans connaissance préalable des métiers d'art. Comment vous suscitez des vocations auprès de ces jeunes? Alors, moi, à titre individuel, peu. Toutefois, la passion, elle est suscitée pour moi de deux manières vraiment importantes. C'est la passion que mettent nos enseignants dans la transmission de leur savoir. On a notamment chez les couvreurs, chez les maçons, même chez les installateurs thermiques, une vraie fibre de transmission, et ils leur transmettent la passion de leur métier. Et après, au-delà de la passion de leur métier, les chantiers auxquels on peut leur faire accéder, soit dans le cadre de leur période de formation en milieu professionnel, soit dans le cadre de chantiers écoles qu'on organise nous-mêmes, leur donner à toucher des bâtiments, des métiers du patrimoine, qui leur donnent envie de poursuivre sur cette voie-là. Il y a eu le chantier de Notre-Dame dont on a beaucoup parlé. On a eu plusieurs élèves qui étaient stagiaires dans des entreprises qui œuvraient à la reconstruction de Notre-Dame. Forcément, quand les jeunes reviennent de ce type d'expérience, ils sont différents et ils regardent leur métier différemment. Et à partir de là, on avance vraiment. Je pense à nos couvreurs aussi, qu'on forme, nous, à la tuile, au zinc, à l'ardoise, et notamment le zinc des toits de Paris. C'est sûr que quand ils reviennent de stage, après avoir œuvré sur des toits historiques, forcément, ils ont un regard différent sur leur futur métier et sur l'endroit où ils vont l'exercer. Vous parlez des couvreurs, il y a plusieurs métiers qui sont enseignés. Quelles sont les formations que vous proposez? Alors, on propose 4 CAP différents. Le CAP couvreur, le CAP maçon,
le CAP installateur thermique et le CAP peintre applicateur de revêtement. Et derrière ces 4 CAP, on a 5 bacs professionnels. Organisation, réalisation du gros œuvre, qui est la poursuite pour les maçons, intervention sur le patrimoine bâti, option maçonnerie, où là effectivement on les forme complètement à la maçonnerie traditionnelle. Et on est sur une ouverture à la rentrée scolaire 2026 du métier aménagement finition du bac aménagement finition du bâtiment. Et sur la partie, je dirais, plus numérique et plus préparation de chantier, on a aussi toute la filière modélisation numérique du bâtiment, avec le bac études et économie du bâtiment et le bac assistant d'architecte. Et on a évidemment aussi notre bac de gestion administrative. Et on va évoquer maintenant le campus Versailles avec vous, Jean-Christophe, qui a été conçu pour créer des ponts entre évidemment les métiers du patrimoine bâti, les métiers d'art et du design, de la gastronomie, de l'horticulture aussi, plutôt surprenant, mais vous allez nous dire pourquoi, et également du tourisme. Comment ça se traduit concrètement, ces passerelles entre ces différents univers qui, en temps normal, ne se côtoient pas, il faut le dire? Oui, tout l'enjeu de ce campus, c'est de mettre ensemble des étudiants, des élèves, des professeurs-chercheurs, des chercheurs, des artisans autour de ces 5 filières qui sont des filières qui sont associées au château de Versailles, puisque nous sommes dans les écuries, les grandes écuries du château, la grande écurie du château. Donc là-bas, ces filières se côtoient. Et là-bas, les filières se côtoient. Et donc effectivement, concrètement, ce que l'on met en place, c'est qu'en partenariat avec l'université de Cergy, on propose des formations, des diplômes universitaires qui ont été co-construits avec les professeurs-chercheurs et les personnels de Cergy. Des formations qui croisent en fait ces différentes filières. Par exemple, une filière qui s'appelle Design et métiers du bois de la forêt au salon. Tout au long de l'année, nos étudiants en fait, vont découvrir le bois dans sa qualité de ressource première, la gestion forestière, etc. La question du territoire, du coup, qui s'y ajoute, mais c'est également toutes les autres métiers associés, la charpenterie, donc le bois dans la construction, le bois dans l'ébénisterie, donc dans le salon. Bref, on a construit comme ça plusieurs formations. Il y en a une autre qui relie l'horticulture, le paysage et la gastronomie. Et pour rien vous cacher, au campus, on pense travailler sur une licence artisanale qui permettrait de croiser des artisans différents sur des spécialités différentes, mais qui ont un trait commun, la volonté de travailler avec leurs mains au service du patrimoine et au service des artisanats. Et passer par le campus de Versailles ne veut pas dire obligatoirement aller travailler ensuite sur le château de Versailles, on est d'accord? Non, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a des liens intimes avec le château, donc dès qu'on le peut, on s'y rend, on visite les chantiers du château de Versailles, on rencontre les artisans du château, mais effectivement, l'enjeu pour nous, c'est constituer et participer à la vie d'un écosystème, comme je disais tout à l'heure, rassemblant des élèves, donc de collèges, etc., pour la découverte des métiers, mais aussi des étudiants, mais aussi des artisans, mais aussi des professeurs de lycée qui viennent ensemble travailler à la préservation et à la transmission de ces savoir-faire. Jérôme, ça vous parle évidemment le propos de Jean-Christophe, puisqu'à la bonne graine, depuis 1866 quand même, des artisans reconnus sont à vos côtés. Comment vous conciliez justement la tradition et la modernité dans l'apprentissage lorsqu'on est une entreprise aussi ancienne qui date donc du 19e siècle? Alors justement, oui, 160 ans l'année prochaine. On est sur le stand juste à côté, le hasard du calendrier et de la géographie. Mais j'ai ressorti pour l'occasion avec nos élèves et les formateurs la campagne de photographie de 1926. Donc, et on a le diplôme de 1925. L'école était à l'exposition de 25. Donc effectivement, cette tradition, elle se ressent là. Et la modernité, c'est aujourd'hui se souvenir et de représenter tous ces documents et de faire une pédagogie qui s'en inspire, qui peut être différente. Et c'est vrai que la question pédagogique qu'on pose, qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, qu'est-ce qu'on cherchait à faire il y a 100 ans, il y a 200 ans? Aujourd'hui, cette question, elle reste actuelle. Les moyens ont parfois changé, mais le mode de pensée, en fait, reste le même. Donc, on est vraiment sur cette continuité et la façon d'apprendre à apprendre. Et quels sont les métiers, justement, de l'ameublement qui sont enseignés? Alors nous avons 13 métiers qui existent
depuis à peu près les années 30. Vous les connaissez Premier par cœur, métier- les 13? Oui, Oui. pour avoir été apprenti à l'école et baigné dedans depuis 30 ans, ça va aller. C'est un passage obligé. Mais on a commencé donc avec les ébénistes, les métiers du bois en fait, les sculpteurs, les marketeurs, les fabricants de billard aussi, qui aujourd'hui n'est plus une activité enseignée en CAP, mais on a gardé donc ces métiers du bois avec les arts du bois, donc ébénisterie, marqueterie, tournage sur bois, menuiserie en siège et sculpture. On a des sections de tapissiers, tapissières en décor et en siège. On a des marketeurs, pardon, des encadreurs et des doreurs. Là, 2 métiers qui sont aussi enseignés en CAP et qui sont très confidentiels, puisqu'aujourd'hui, on est le seul centre de formation en France à former à ces métiers-là par l'alternance. On a des rentraiteurs, les restaurateurs de tapis de tapisserie, en fait, qui aujourd'hui sont devenus un peu rares aussi, mais donc la formation continue, et notamment avec le mobilier national. Donc des rentraiteurs. Des rentraiteurs. C'est comme Voilà, ça c'est qu'on les appelle. La manière de restaurer les tapisseries ou les tapis anciens, en fait, en rentrant des fils dans les trous et les documents anciens. C'est ce qui a été fait pour le les grand tapis de Notre-Dame de Paris. Tout à fait, exactement. Et nous formons aussi au dessin industriel d'ameublement, donc un CAP qui est vraiment là pour apprendre à concevoir et réaliser du mobilier en termes de dessin. Et le dernier métier auquel on forme, qui n'est pas estampillé métier d'art, mais qui est très complémentaire, c'est celui d'emballeur professionnel. Comment est-ce qu'on fait voyager les œuvres d'art dans le monde entier? On fait des caisses, on conditionne, et en fonction des objets qu'on emballe, mais aussi des destinations dans lesquelles ils vont se trouver, on ne va pas avoir la même façon de concevoir les caisses. Donc ça nécessite un vrai savoir-faire, savoir-faire. surprenant, inattendu, on n'en parle jamais, il faut quand même le souligner. Voilà, donc les musées présentent les objets, mais ont dans leur réserve une caisse qui correspond à chaque objet qui a été transporté et mis en place. Quelles sont les grandes évolutions pédagogiques dans vos établissements à tous les trois? Parce que là, on parle d'un établissement du 19e siècle, par exemple. Alors, effectivement, le lycée Jean Monnet n'a que 70 ans. On a fêté les 70 ans de l'établissement l'année dernière. Mais ça a déjà pas mal changé. Mais ça a déjà beaucoup changé en termes d'architecture, en termes d'infrastructure. Ce qui est pour nous qui sommes métiers du bâtiment surtout, les changements majeurs, c'est le numérique, c'est la modélisation numérique du bâtiment. Et si justement on a pu refaire Notre-Dame aussi vite et aussi bien, c'est parce que tout était déjà modélisé numériquement et que les artisans ont pu s'appuyer sur cette modélisation qui existait. Donc chez nous, il y a effectivement cette volonté de travailler sur la maquette numérique, et c'est notamment le rôle de nos économistes du bâtiment et de nos assistants d'architectes, et après de mettre en œuvre, c'est le rôle plutôt de nos maçons, de nos couvreurs et de ceux qui font la finition. Mais il y a vraiment le vrai tournant, il est là. Après, on travaille aussi sur une maquette en modèle réduit du Pont du Gard pour la maçonnerie traditionnelle. On maintient aussi des maquettes physiques. Des maquettes physiques, exactement. On a un certificat de spécialisation plâtrier où on travaille vraiment sur le physique. Ça reste... on est dans un métier où manipuler, et je pense que c'est pareil pour mes deux collègues, où manipuler l'objet, ça reste notre fonds de commerce en quelque sorte. Au campus de Versailles, c'est la même chose, même si vous êtes très récent, puisque depuis 2021 seulement, le campus de Versailles. Mais l'évolution pédagogique était bien avancée avant même la création de ce campus. Je crois que ce qui nous caractérise aussi, c'est l'innovation pédagogique. C'est vrai que pour cela, on travaille avec nos partenaires de l'Académie de Versailles. On travaille étroitement, notamment avec le lycée Jean Monnet pour ce qui est des métiers de la construction et du patrimoine bâti. On travaille étroitement aussi avec les centres de formation. Le campus ne fait pas de distinguo entre l'apprentissage, le scolaire initial, la formation continue. Et c'est vrai que et puis j'allais dire le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les ministères de la Culture, puisque parmi nos partenaires, il y a également le mobilier national. Bref, on ne va pas aller en superposition dans nos formations. Et notre idée, c'est de s'appuyer sur les ressources et les savoir-faire de nos partenaires, car l'enjeu, vous l'avez bien compris, quand tout à l'heure on parlait d'un diplôme universitaire d'1 an, voire de 3 ans, c'est qu'on n'est pas prêt on n'est pas spécialisé à ce moment-là, mais par contre on se situe dans les interstices, dans les espaces un peu de zone grise, avec des jeunes lycéens ou des étudiants ou des jeunes adultes ou des adultes qui, n'ayant pas trouvé leur voie,
ont besoin d'une cartographie et d'un appui pour se diriger vers les formations. Jérôme, on va revenir à votre entreprise, puisque je le disais, elle a été créée au 19e siècle. Effectivement, l'évolution pédagogique est bien plus longue. Vous avez eu le temps de suivre en fait, l'évolution de la société, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites est vraiment diamétralement opposé avec les années 1900, ou finalement, ça a très peu changé? C'est une continuité et je rejoins exactement ce qu'ont dit mes deux collègues aussi, dans le sens où la diversité des parcours, c'était une question qui a été importante quand on a préparé avec Jean-Christophe le propos aujourd'hui, c'est de se dire il faut autant de moyens de formation qu'il existe de personnes formées. On n'est pas tous faits pour aller dans tel ou tel type de structure et cette complémentarité aujourd'hui est très importante et je pense qu'on se nourrit les uns des autres en fait de ces formations et l'évolution pédagogique en fait partie. Aujourd'hui, on a des élèves marketeurs de Jean-Christophe qui sont dans notre CFA pour apprendre ce qu'ils n'ont pas moyen de mettre en place dans leurs locaux. On s'échange régulièrement des partenaires, des formateurs, des techniques. Donc voilà, cette évolution, elle se nourrit en fait du quotidien et surtout des rencontres et des partenariats qu'on peut faire. Et comment vous équilibrez la théorie et la pratique? Parce que dans les métiers du patrimoine, c'est indispensable de pratiquer. Au campus Versailles, la moyenne, c'est 80% de pratique et une vingtaine de pourcents de théorique. C'est ce qui attire, à votre avis, d'avoir 80% de pratique? On se dit, ouais, on a envie d'y aller. Alors, c'est vrai que quand on parle des usages numériques, par exemple, pour une de nos formations, on propose une découverte des outils de l'IA au service de l'artisanat. Comment l'IA peut aider un jeune artisan ou un artisan tout court à construire son projet de devenir artisan ou être artisan au quotidien. Donc ça change complètement la manière de former. Ça change la manière de former, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie de nos étudiants sont un peu dans le rejet en fait, parce que s'ils viennent au campus, c'est qu'ils ont envie d'être dans la matière. Ils ont envie d'être dans le matériel. Et ils n'ont pas envie d'avoir du numérique qu'ils ont déjà au quotidien. Et là, j'ai en tête un jeune qui est chez nous cette année, qui se prédestine à être designer, qui est grand dessinateur, mais le fait d'avoir été initié à la taille de pierre, le fait d'avoir mis les mains dans la terre avec nos archis, on a eu des architectes qui sont venus pour initier les jeunes à la construction en pierre avec les techniques de pisé, la brique, etc. Le fait d'avoir mis les mains dans la terre, les mains dans la pierre, ce jeune maintenant se pose a peut-être d'autres projets et repense totalement autrement son parcours, ce qui veut dire que nous on n'oppose pas en fait numérique et pratique. Le numérique est une pratique, mais on essaye de faire découvrir la marqueterie en parallèle, on essaye de faire découvrir la maçonnerie en parallèle, parce que maçon dans le patrimoine, c'est un beau métier. Jean-Marc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Christophe. Il ne faut pas opposer numérique et pratique. C'est-à-dire que dans la pratique, un jeune qu'on peut faire rentrer dans une maquette grâce au BIM, c'est de la pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, on utilise les nouveaux outils numériques, mais tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est être capable de développer une construction numériquement et de faire rentrer le jeune à l'intérieur, de lui montrer voilà ce que tu vas faire, c'est ça. La pierre, on a une option taille de pierre, lui dire voilà la pierre qu'on va tailler, c'est celle-là. Ça fait partie de la pratique. Oui, on est dans le numérique et on a un peu coutume d'opposer numérique et pratique. Non, là le numérique, il est et c'est l'évolution, moi je trouve majeure dans nos métiers. Le numérique devient acteur de la pratique. Le numérique, c'est plus seulement quelque chose qu'on théorise au départ. Et ça, c'est important. Comment vous faites pour accompagner ces jeunes justement à travailler sur des chantiers patrimoniaux réels ? Alors nous, dans l'apprentissage, on a la chance d'avoir des entreprises qui sont partenaires, donc chaque jeune est formé aussi en alternance en entreprise. Donc c'est vrai en fonction du patron et de l'atelier dans lequel chaque jeune est scolarisé, ils peuvent avoir accès à des chantiers prestigieux. Nous, on a beaucoup d'horreurs qui sont sur les chantiers nationaux, sur le Dôme des Invalides, la Galerie des Glaces à Versailles ou la Chambre du Roi encore récemment. C'est indispensable pour vous? Il en faut, mais on n'a pas que des spécialistes du patrimoine, on a aussi les artisans de quartier, comme on dit, ou même les artisans généralistes qui vont faire que la vie quotidienne peut être possible et si possible
embellie. Après, nous, sur le ratio entre la pratique et la théorie, les CFA au départ étaient créés pour donner de l'instruction, pour donner un peu de culture générale en plus du métier appris dans l'entreprise. Et depuis les années 70, la pratique en atelier à l'école et complète l'offre de formation. Donc c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont beaucoup à l'atelier, qui apprécient, qui viennent pour toucher la matière, hein, comme pour Jean-Marc et Jean-Christophe. Et c'est vrai que le rapport au numérique vient s'inscrire en plus dans ce planning, avec la nécessité de contrôler, de vérifier, de faire gagner du temps. On a un langage universel dans tous nos métiers d'art, c'est le dessin, le plan. On construit, mais avant on dessine pour concevoir. C'est vrai que l'informatique, aujourd'hui le numérique, nous permet de se rassurer, d'échanger plus facilement, d'envoyer à l'autre bout du monde une proposition. Donc on gagne du temps, on se rassure, on vérifie que l'information théorique est la bonne. Néanmoins, vous n'oubliez pas les gestes anciens, c'est important. Vous les accompagnez là-dessus, vous faites en sorte qu'ils ne disparaissent pas. Le geste du quotidien, le geste d'atelier est la première chose que les élèves viennent chercher. Jean-Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'allais ajouter concernant les chantiers patrimoniaux, ça fait également partie des 80% dont je parlais tout à l'heure de pratique. Il y a à la fois la pédagogie de projet, c'est-à-dire qu'on associe des professionnels ou des entreprises qui amènent un projet concret et qu'on propose à nos étudiants avec nos partenaires en lien avec le réseau campus. Mais il y a aussi les chantiers patrimoniaux. Hier, pour information, nos 2 classes d'étudiants sont en semaine de chantier école. Ils sont au château de Villebon, donc c'est un château qui date de la fin du Moyen-Âge, donc un joli château en briques près de Chartres. Et pendant toute une semaine, ils s'essayent à la maçonnerie, ils s'essayent à la restauration de murs en briques. Ils font un relevé d'un ornement, d'un décor en plâtre. Donc ils s'essayent à faire un moule. Et ils n'ont pas l'apport théorique au départ, puisque ça fait que 2 mois qu'on a commencé l'année. Donc en fait, concrètement, ils apprennent en faisant. Donc ils ont les mains dans le cambouis. Dans la matière, ouais, et ils apprennent en faisant et ils font en apprenant, avec l'appui de nos formateurs qui ne sont pas forcément des enseignants, qui sont pour la plupart des artisans et qui ont cette volonté de transmettre parce que on le sait, que ce soit dans le monde professionnel mais aussi pour les enseignants, le plus important c'est la motivation du jeune. C'est ça qui va être le moteur en fait, et nos artisans qui forment sont vraiment ravis quand ils voient une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'étudiants avec l'œil qui pétille. La motivation, c'est la clé, mais parfois le patrimoine souffre d'un manque de visibilité auprès des jeunes, alors même qu'il offre des carrières passionnantes et on s'en rend compte quand vous en parlez. Comment on peut mieux valoriser justement les formations et comment on peut assurer la transmission finalement de ces métiers aux prochaines générations? Je vais prendre la parole en premier parce qu'en fait, c'est les lycées comme celui que je dirige qui récupèrent les élèves en sortie de 3e à la fin du collège. Et j'ai coutume de le dire un peu brutalement parfois aux familles et aux jeunes quand on va présenter l'établissement. À 14 ans, sauf histoire familiale particulière, personne n'a envie d'être couvreur, maçon ou peintre en bâtiment. Ils font partie de générations qui vont connaître plusieurs métiers. On a parlé de formation continue, on a aussi un versant formation continue avec le CFA académique, avec le Greta 92. On essaye de leur dire qu'on ne va jamais que leur offrir leur premier métier. Leur première formation, on leur met le pied à l'étrier. Et comme je vous disais, après, la passion des enseignants, nous on a un enseignant qui leur fait l'option taille de pierre. Quand il en parle, il leur met des étoiles dans les yeux, alors que pour la plupart d'entre eux, qu'on grandit en région parisienne, en périphérie immédiate, dans des grands ensembles, ils n'ont pas malheureusement en fait la sensibilité parce que ça n'est pas devant leurs yeux. C'est pas forcément quelque chose qui est devant leurs yeux, exactement. Mais ça naît petit à petit et ça s'installe petit à petit. Et ensuite, une fois qu'il a fait un CAP chez nous, alors soit juste la première année en initiale et la suite en alternance, soit tout en initiale, après, dans la suite de sa formation, il peut aller dans un CFA comme la Bonne Graine, il peut aller faire un DU au campus après un bac professionnel, et on cultive, et je pense que c'est à ça qu'on sert les organismes de formation, on doit cultiver
l'envie de bien faire, l'envie de faire et l'envie de continuer à faire. Et après, je dirais, les choses se font naturellement et les parcours doivent rester individuels. Jean-Christophe, qu'est-ce que vous faites au campus de Versailles justement pour faire découvrir ces filières au grand public? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de formation depuis le début là, mais le campus a aussi une mission d'accompagnement, d'aide à l'orientation. Cet objectif, on le met en œuvre grâce à nos partenaires, grâce à la région Île-de-France, grâce à l'Académie de Versailles, grâce à de nombreux finalement collectivités qui nous demandent en fait d'aider les jeunes à définir leur parcours. Puisque n'oublions pas, ce n'est pas l'école qui doit orienter, c'est l'élève qui doit aller définir, construire et s'orienter en fait. Et pour cela, on met en place des rencontres avec des artisans. Donc on fait venir des collégiens au campus, on accueille une centaine de collégiens parfois. On fait venir des artisans, ils s'essayent à différents artisanats d'art ou des métiers du patrimoine et on joue avec eux, on joue à des jeux de simulation, des escape games, etc. pour que ces jeunes adolescents en construction puissent choisir rapidement un métier dans lequel et une formation. Mais ce qu'il est vrai, c'est que cet accompagnement au parcours n'est pas qu'à 14 ans, 15 ans, 16 ans, il est aussi tout au long de la vie. Donc en fait, tout au long de la vie, on essaye de participer à l'accompagnement au parcours. On est partie prenante, ou en tout cas coordonnateur de la Fondation Bettencourt, qui propose Manufacto Manutera, qui permet à des artisans d'être dans les classes. Donc tous les moyens sont bons pour aider ces jeunes à construire leur parcours à la fois scolaire et professionnel. Jérôme, à la bonne graine, est-ce que vous faites revenir justement d'anciens élèves pour pouvoir donner envie à de nouveau de pratiquer ces métiers? Alors c'est précisément le sujet. Pour compléter ce que disait Jean-Pascal juste avant, on est tous acteurs, Jean-Christophe, pardon, on est tous acteurs de la déconstruction en fait, de la fatalité. On ne peut pas accepter, et le lapsus est révélateur, j'allais citer Pascal dans ses pensées qui disait que l'acte le plus important de la vie est le choix d'un métier, mais qu'il procède souvent du hasard. Alors peut-être au XVIIe siècle, un fils d'agriculteur était agriculteur et un enfant de maçon était maçon, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Et effectivement, on a une quantité d'offres de formation très différentes. Nous au CFA, on a un public qui traditionnellement était plus jeune, qui devient de plus en plus âgé, dans le sens où chaque élève qui rentre chez nous a déjà fait un premier parcours, voire deux parcours. On a beaucoup d'universitaires qui ont déjà éprouvé certaines matières, certains métiers, certaines sensations, donc et il y a de plus en plus de reconversion par choix. Alors sans aider à la reconversion, on est encore sur des jeunes qui ont 23-24 ans, mais qui sont passés par la faculté, qui ont fait de l'archéologie, qui ont fait de l'histoire de l'art, et qui au bout d'un moment ont voulu toucher la matière, faire ces métiers concrètement. Donc une fois qu'ils sont rentrés chez nous avec ces expériences précédentes, il n'y a plus d'échec d'orientation. Le métier, bien que ce soit des CAP, certains niveaux bac pour les menuiseries et la tapisserie, sont les métiers qui vont garder un moment dans leur vie en fait. Donc pas d'échec, pas de déception. Et effectivement, comme vous le questionniez, l'expérience, j'ai été apprenti à l'école, j'ai été formateur, j'ai été maître d'apprentissage. Aujourd'hui, directeur, je réembauche mes anciens élèves comme formateurs, comme formatrices. Donc j'ai ce plaisir de voir que cette transmission se fait aussi au sein de la formation et des formants. Le plus communicatif, c'est le sourire, hein, c'est ce que disait Jean-Marc aussi, c'est la passion de son métier. Et on n'a que des gens souriants. C'est pas une carte postale, c'est la réalité dans les écoles où les gens sont bien dans leur orientation. Donc les jeunes qui viennent, les visiteurs repartent en ayant vu que les gens souriants, donc sont rassurés et font confiance, donc viennent dans ces métiers avec des dispositions complètement acquises. Dernière question, on parle de reconversion aussi là depuis quelques instants. Est-ce que les profils des candidats ont tendance à changer ces dernières années ? Oui, je dirais qu'avec notamment le Covid, y a quand même une bonne partie de la population professionnelle qui se réinterroge en fait sur la question du territoire, où je vis, où je travaille, qu'est-ce que je fais, pour qui je travaille. Et donc on a effectivement des publics, notamment au campus, puisqu'on a une formation qui s'appelle Devenir artisan et qui va devenir un diplôme universitaire prochainement avec la fac de Cergy à nouveau, où on a un panel comme ça de personnes qui sont cadres, qui sont
qui sont d'anciens comptables ou autres et qui en fait nous racontent que le grand-père avait une menuiserie, qu'ils ont découvert dans je ne sais quelle activité manuelle la poterie et en fait ils s'interrogent sur le changement d'activité. Et ce qui nous importe nous, c'est qu'on dépasse le fantasme, qu'on dépasse le moment un peu des mondes midi, quoi. Disons, tiens, si je changeais d'activité à 45 ans, mais ce qu'on souhaite leur faire comprendre, c'est que être artisan, c'est exister économiquement, c'est pas si simple. C'est s'inscrire dans un marché, c'est définir des objectifs. Et pour cela, il faut les accompagner, ces adultes en reconversion. Hors de l'extérieur, on a plutôt l'impression que les métiers du patrimoine sont gage de stabilité, parce qu'il faut s'inscrire sur un très long terme. Oui, mais alors, à l'autre bout du prisme, dans les lycées professionnels, on récupère des élèves de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, en sortie de troisième, certains avaient des parcours un petit peu cabossés avec plusieurs redoublements et on faisait entrer en BEP à l'époque des élèves qui avaient 17, parfois déjà 18 ans. Là, en sortie de troisième, nous, on récupère des élèves qui ont à peine 15 ans. Donc, à qui il faut offrir une première formation, offrir une première envie de faire un premier métier. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que là, on l'a tous dit, il y a un vrai enjeu de formation continue. Et l'idée, c'est de leur mettre chez nous, en tout cas, le pied à l'étrier. Alors, dans un métier que certains feront peut-être de manière pérenne et toute leur vie, et ils évolueront professionnellement à l'intérieur, mais peut-être certains bifurqueront, découvriront après avoir découvert chez nous la pierre, découvriront le bois. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, pour moi, la formation continue et la formation tout au long de la vie, c'est un des vrais enjeux pour les métiers du patrimoine parce que on y vient en ayant mûri un peu. Un dernier mot très rapidement. Oui, simplement pour dire que on rencontre assez souvent au campus des jeunes adultes ou des adultes qui nous disent « Ah, si j'avais su ». Qui regrettent de ne pas avoir commencé. Exactement, parce qu'ils se sont engagés dans la voie royale, le lycée général et autres, oui. Et ils ont peut-être une licence, et on en parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut séduire les jeunes aujourd'hui lors du Salon international du patrimoine culturel. Parce que la formation professionnelle en lycée, elle est de qualité. La formation professionnelle en centre de formation d'apprentis, elle est de qualité. Sauf que il faut accompagner ces jeunes vers ces métiers, et heureusement, on a des dispositifs de formation continue pour rectifier le tir quand on s'est parfois trompé. Voilà. Se tromper, c'est pas si grave. Vos établissements sont là pour ça. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour justement montrer que vous êtes là pour renouveler ce patrimoine vivant des métiers du patrimoine. On se retrouve évidemment sur une autre émission Atrium. Je rappelle que vous avez l'intégralité des émissions sur YouTube, portée par évidemment la revue Atrium Patrimoine et Restauration. Et à l'occasion de ce Salon international du patrimoine culturel, vous avez une nouvelle édition qui est parue ce jour consacrée à l'Art déco, puisque c'est la thématique de ce 30e anniversaire. Merci d'avoir été avec nous.